Combien de fois un visage clignote-t-il dans ce miroir? Combien d'années cet homme régnera-t-il? Dit Catherine. Et, le cœur serré, elle commença à compter. Le visage du fils aîné ne clignota qu'une seule fois, puis ce fut le tour de Charles, son visage apparut 14 fois. Puis la reine compte 15 apparitions du fils suivant. Et c'est fini. C'est alors qu'apparaît le visage du duc de Guise, qui disparaît aussitôt, suivi de celui d'Henri de Navarre. Catherine hurle. C'est comme un mauvais rêve. En ce dernier jour de juin 1559, la cour royale s'apprête à célébrer le mariage de la fille d'Henri II, Élisabeth, avec le souverain espagnol. Quelles splendides festivités ont été organisées pour la princesse. Quels splendides bijoux elle reçut en cadeau de sa mère. Le père, jeune, fort, agile, décide qu'il participera certainement au tournoi de chevalerie, mais 2 femmes à la fois l'en dissuadent. Catherine de Médicis, son épouse légitime, et Diane de Poitiers, la dame de son cœur. La première fait des cauchemars, la seconde ressent quelque chose. Mais Henri monte facilement à cheval et se dirige vers le comte de Montgomery. Vers sa mort, la lance de l'ennemi traverse son casque et transperce la tête du roi. 10 jours d'agonie s'ensuivent. La reine Catherine prie sans cesse au chevet de son mari. Diane de Poitiers tente de rencontrer le roi, mais elle n'est pas autorisée à le faire. Très vite, il devient évident qu'Henri II n'est plus en vie. Le 10 juillet, au palais du Tournelle, le roi reprend son souffle. Mon Dieu, ce qu'il a laissé à sa famille. Catherine de Médicis est terrifiée à l'idée de recueillir des informations, 40 millions de livres de dette publique, un effondrement complet de la politique, 2 cliques militantes au sein de la noblesse. À cela s'ajoute la montée en puissance des protestants. Et c'est un jeune homme malade de 15 ans qui doit faire face à tout cela. Henri II a quitté ce monde trop tôt. La perte du roi a été si récente et si terrible, et a apporté tant de douleur et de désespoir, que Dieu seul, qui nous a donné cette épreuve, peut nous donner la force de la supporter, écrit Catherine de Médicis à sa collègue, la reine d'Angleterre, en réponse à une lettre de sympathie. Après Henri, le trône revient à son fils, François II, marié à une jeune reine écossaise, Marie Stuart. La mère de Marie étant une femme de la famille des ducs de Guise, ceux-ci relevèrent immédiatement la tête et commencèrent à patronner activement leur nièce. Ils se sentent si libres à la cour que même Catherine se sent mal à l'aise. Méfiez-vous de ces gens, madame, dit discrètement à la reine le vieux connétable de Montmorency, un vieil ennemi des Guises, qui est immédiatement privé de son poste. Ils sont capables de tout. Catherine a été très prudente. Elle se comporte parfaitement, tout le monde peut voir son chagrin sincère. Elle s'habille en noir et change sa devise. Son symbole est désormais une lance brisée sous l'inscription latine d'où mes larmes et ma douleur. La reine rend hommage à sa jeune belle-fille et lui remet immédiatement les joyaux de la couronne, auxquels elle ajoute des cadeaux personnels. Par exemple, une grosse perle, unique en son genre, apportée de Florence. Respectant l'étiquette, Catherine souligne que Maria est désormais la première dame. Aucune inimitié apparente ne se manifeste entre elles. Henri est inhumé à Saint-Denis le 13 août. Accent circonflexe T et le couronnement de François est prévu pour le 18 septembre. Lors de la cérémonie, le temps est pluvieux et froid, ce que beaucoup considèrent comme un mauvais présage. Aucune fête particulière n'est organisée, modestement, avec un nombre minimum d'invités. Diane de Poitiers n'est pas à Reims. Elle n'est même plus à la cour. Diane n'est pas stupide, elle a compris que son temps était compté. Dès qu'elle apprend le décès d'Henri, elle rassemble tous les bijoux qui lui ont été offerts ce jour-là et les envoie à Catherine de Médicis. Une liste détaillée du contenu est ajoutée au coffre, évitant à la reine toute révision. Mais cela ne suffit pas à une femme qui a enduré des années d'humiliation. Elle exigea que Diane lui donne le château de Chenonceau, que Catherine elle-même aimait beaucoup.
et l'ancien passeport du roi dut s'y plier. La veuve éplorée ne se priva pas d'une petite vengeance. Elle priva la fille de Diane de Poitiers de son poste à la cour. Ainsi, elle dut se rendre dans sa propriété à la campagne. Mais Catherine est constamment dans l'inquiétude. Le fils roi est souvent malade. Faible, sédentaire, il n'arrive pas à suivre son énergique épouse écossaise. Et dans son cabinet, François ne reçoit que très rarement des visites. Comme il n'y a pas le moindre espoir que Marie conçoive dans les mois à venir, Catherine se tourne vers Cosimo Ruggeri, un astrologue considéré comme un grand magicien. Il fait asseoir la reine devant un miroir et lui conseille de compter le nombre de fois où le visage d'une personne apparaît dans le miroir. Le nombre d'apparitions signifierait le nombre d'années de règne de cette personne. Cosimo explique: François n'est apparu qu'une fois. François n'est apparu qu'une seule fois, puis ce fut le tour de 2 autres fils de Catherine. Et puis, elle a crié et s'est levée d'un bond. Le visage d'Henri de Navarre était collé à ce miroir. Il est apparu plus de 20 fois. Où est son fils cadet? Il ne faut pas que cela arrive. Catherine de Médicis parle d'une voix étranglée. En octobre 1559, le roi François se sent mal, il a des vertiges. À partir de ce moment, il n'y a pas un seul mois où le souverain ne se plaint pas d'être malade. Au printemps 1560, il est malade pendant près d'1 mois et demi d'affilée. À l'été de la même année, il s'évanouit à plusieurs reprises. Le 9 novembre, il est victime d'une crise d'épilepsie. Des rumeurs se répandent, le roi est faible. Et les souverains faibles ne restent pas sur le trône. À la mi-novembre, on lui diagnostique une fistule à l'oreille gauche, qui fait très mal à Francis. Aucun remède n'est efficace. Les romanciers décriront plus tard qu'on a proposé à la reine Catherine de Médicis d'intervenir pour aider son fils, mais qu'elle a refusé. En fait, il n'y a aucune raison de croire que la mère aurait délibérément pris de telles mesures. Beaucoup de contre-vérités ont été écrites sur cette reine. Elle resta jour et nuit aux côtés de son fils, priant pour son rétablissement. Mais le 5 décembre 1560, François est lui aussi monté au ciel. -1 dans le miroir de Cosimo. Les prédictions ont commencé à se réaliser. Merci d'avoir regardé ce film.